La belle-mère d'Alexei comptait les jours, inquiète du divorce de son fils, convaincue que la totalité de la succession lui reviendrait. Mais il y avait un détail crucial qu'elle avait complètement ignoré. Avant de continuer, imaginez un instant, combien de femmes se sont retrouvées coincées entre l'amour et l'ambition, entre la famille qu'elles ont bâtie et celle qui les étouffe? Irina n'avait que 32 ans, mais son reflet dans le miroir révélait une femme beaucoup plus âgée que son âge, non pas en termes d'années, mais par le poids de 6 ans de mariage avec Alexei. Cette union qui aurait dû être faite de rêves et de complicité s'est transformée en une routine épuisante, où les journées s'éternisent entre la cour de récréation et les fourneaux. Elle, une architecte d'intérieur brillante et prometteuse, s'est retrouvée réduite à l'ombre d'elle-même, une femme au foyer dont le plus grand défi était d'équilibrer les repas de son fils avec les attentes d'un mari de plus en plus distant. Au début, tout semblait différent. Alexei était un entrepreneur plein d'idées, doté d'une énergie contagieuse et d'un avenir prometteur dans le secteur de la construction. Irina, enchantée par sa vision, n'a pas hésité, elle a vendu son appartement, investi chaque centime dans l'entreprise et la maison dont ils rêvaient ensemble. Je croyais fermement à ce projet de vie à deux. Mais la réalité, comme souvent, était implacable. L'entreprise prospérait, certes, et apportait un confort matériel, mais avec elle s'ajoutait la distanciation. Alexei commençait à rentrer chez lui épuisé, irrité, absorbé par un monde qui n'incluait plus Irina. Les conversations s'estompaient, les regards devenaient froids et les nuits, auparavant remplies de projets, étaient désormais dominées par le silence et l'écran du téléphone portable illuminé. Mais dès le premier jour, il y a eu un obstacle encore plus grand que la fatigue ou la routine, Tatiana Nikolaïevna, la belle-mère. Une femme à la forte personnalité, habituée à contrôler chaque pas de son fils, ne voyait pas en Irina une belle fille, mais une intruse, une chasseuse de fortune qui avait osé voler son garçon. Il ne manquait jamais une occasion de se rappeler, avec un faux sourire, le sacrifice que la famille d'Alexei aurait consenti pour assurer le confort d'Irina, oubliant commodément que c'était elle, Irina, qui avait injecté son argent et sa sueur dans cette même entreprise qui soutenait désormais tout le monde. Tu devrais être reconnaissante, Irina, répéta Tatiana avec une douceur empoisonnée. Alexei aurait pu trouver une bien meilleure épouse, mais il est trop bon, il a pitié des autres. Irina ravala chaque mot, chaque humiliation, espérant que le temps changerait les choses. Peut-être que Tatiana verrait enfin son amour pour Alexei et son petit-fils. Mais les années ont passé, et la belle-mère est restée la même, impitoyable, manipulatrice, déterminée à garder son fils sous son contrôle. Et Alexei, de plus en plus influencé par elle, s'est éloigné encore plus. Il a cessé de consulter Irina au sujet de l'entreprise, de partager son angoisse et de la considérer comme une associée. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'il arrivait encore une fois en retard, quelque chose à l'intérieur d'Irina se brisa. « Nous devons parler, Alexei, dit-elle en essayant de garder sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Je suis fatiguée, Ira. »« Demain » répondit-il sans lever les yeux de son téléphone portable. « Non, Alexei. Demain, il sera peut-être tard. J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose, que tout ne va pas. » Il la regarda enfin, avec un soupir comme quelqu'un qui ne voulait plus se battre. « Que veux-tu entendre, Ira ? Que je suis épuisée ? De l'entreprise, de vous, de cette routine interminable ? De moi ? » répéta T.L., la voix brisée. « Oui, de toi. » Il a explosé, comme si un barrage s'était rompu. « Tu as changé. Avant tu étais dynamique, plein d'idées. Maintenant, il ne parle que de notre fils et des factures de la maison. Où est l'Irina que j'aimais ? » Elle resta silencieuse, car au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison mais pas comme elle l'imaginait. Oui, elle avait changé, mais pour lui, pour leur fils, pour l'avenir qu'ils avaient juré de construire ensemble. « J'ai abandonné ma carrière pour toi, pour nous, dit-il en retenant ses larmes. Je pensais que c'était ce que tu voulais. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. » répondit-il froidement. C'est toi qui as décidé de rester à la maison. C'est alors que Tatiana apparut à la porte, tel un vautour flairant une charogne. Ne discute pas avec lui, Alexei, intervint-il, avec l'autorité de quelqu'un qui savait toujours que ce moment viendrait. Elle veut juste attirer l'attention.
Tu en fais déjà trop pour cette femme. Irina regardait sa belle-mère avec une haine qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. Elle savait que c'était elle, Tatiana, qui avait tout orchestré, le divorce, la séparation, la tentative de reconquérir son fils comme s'il était un trophée. Mais pas cette fois. Ce ne sont pas tes affaires, Tatiana Nikolaevna, dit Irina, s'étonnant elle-même par sa fermeté. Bien sûr que oui. Répondit la belle-mère, les yeux brillants de triomphe. Je ne vous permettrai pas de détruire la vie de mon fils. Vous l'avez épousé juste pour l'argent, et maintenant qu'il a réussi, vous voulez en prendre la moitié? Ce n'est pas vrai! Irina a failli crier. Je l'aimais. Tu as adoré? Tatiana sourit cruellement. Il aimait son argent. Et maintenant qu'il vaut plus, tu veux ta part? Il arrive. Alexei éleva la voix, comme s'il réalisait alors seulement à quel point tout était devenu laid. Je suis fatigué de ces combats. Je veux divorcer. Les mots tombèrent comme une lame. Irina a toujours eu peur de ce moment, mais au fond, elle savait que c'était inévitable. Elle inspira profondément, releva le menton et dit, avec un calme qu'elle-même ne reconnaissait pas. Si c'est ce que tu veux, Alexei, alors ça va. J'accepte le divorce. Lui et Tatiana échangèrent un regard surpris. Ils s'attendaient à des larmes, à des supplications, à une femme désespérée s'accrochant aux miettes. Mais Irina ne leur donnerait pas ce goût-là. Ils ne s'humilieraient pas. Elle ne vivrait plus dans l'ombre d'une belle-mère autoritaire et d'un mari qui avait oublié ce que c'était que de se battre pour elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Irina n'a pas pleuré. Au contraire, elle a revu chaque étape qui l'a amenée là. Il se souvient de la façon dont il a aidé Alexei à démarrer l'entreprise, comment il a conçu les premiers bureaux de l'entreprise, négocié avec les clients et rédigé des contrats. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était une partenaire, un élément fondamental de cet empire qu'ils essayaient maintenant de lui voler. Il se souvient des paroles de Viktor Stepanovich, le père d'Alexei, le seul à reconnaître sa valeur. Tu es notre sauveur, Irina. Sans toi, rien de tout cela n'existerait. Il savait que lui, faible et soumis à sa femme, n'interviendrait pas dans le conflit. Mais il ne s'y opposerait pas non plus lorsqu'elle se battrait pour ce qui lui revenait de droit. Et c'est alors que quelque chose en elle s'est réveillé. Non plus la femme fragile qui ravalait les insultes, mais la professionnelle compétente, la mère déterminée, la femme qui était autrefois maîtresse de son destin. Le divorce serait douloureux, certes, mais elle ne craignait plus l'avenir. Elle savait qu'elle reconstruirait sa vie, non pas en victime, mais en victorieuse. Et cette fois, personne, pas même Tatiana Nikolaevna, ne l'arrêtera. Pendant ce temps, dans le bureau d'Alexei, sa belle-mère était assise en face de lui, le visage éclairé par les rayons du soleil qui traversaient les stores. Son sourire était celui de quelqu'un qui célébrait déjà la victoire. « Ne t'inquiète pas, mon fils, dit-elle, sa voix pleine d'une confiance qui a toujours convaincu Alexei qu'elle savait ce qui était le mieux. Tout est à ton nom. Elle ne prendra rien. Vous n'avez pas oublié comment nous avons tout emballé, n'est-ce pas? Alexei, malgré l'air sûr, ressentait une gêne dans la poitrine. Elle n'aimait pas la façon dont sa mère parlait d'Irina, comme si elle était une ennemie à anéantir. Mais il chassa cette pensée. Après tout, maman avait toujours raison. Et si elle disait que tout s'arrangerait, c'est parce que ça arriverait. Bien sûr, maman, répondit-il, alors qu'une ombre de doute, petite mais persistante, commençait à se former dans son esprit. Alexei força sa voix à prendre un ton ferme, comme s'il pouvait se convaincre autant que sa mère. Je me souviens de tout, maman. Chaque détail. Tatiana Nikolaevna hocha la tête, satisfaite, avec ce sourire qui précédait toujours ses victoires. Excellent. La clé était désormais d'agir rapidement, sans hésitation. Ne lui donnez même pas une seconde de souffle. Avec ces mots, il se leva avec l'élégance de quelqu'un qui avait déjà gagné la bataille avant même qu'elle ne commence. Il se dirigea vers la porte, lançant à son fils un dernier regard complice. Notre avocat s'occupera de tout avec maestria. Ne t'inquiète pas, Alexei. Nous prenons toujours soin de vous. Lorsque la porte se referma derrière elle, Alexei ressentit un soulagement mêlé d'anxiété.
Ce n'était pas de la peur, cela ne pourrait jamais être de la peur. C'était juste le sentiment que quelque chose était hors de votre contrôle, comme une pièce d'échec se déplaçant toute seule sur l'échiquier. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de l'avocat. J'avais besoin d'entendre, une fois de plus, que tout était sous contrôle. Cette Irina n'était rien de plus qu'une pièce jetable, dont il avait lui-même sous-estimé la valeur pendant des années. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Irina fermait la porte de l'appartement qui n'était plus le sien dans un clic sec et définitif. La petite valise à côté de lui ne contenait que l'essentiel, des vêtements, des documents, une photographie jaunie d'une époque où il croyait encore aux fins heureuses. Il regarda une dernière fois le salon, où le canapé portait la marque de son corps lors des nuits blanches, où la table de la cuisine portait encore une tache de vin d'une fête qui n'avait jamais eu lieu. Il prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de place pour les larmes ou les cris. Juste pour savoir qu'en franchissant ce seuil, elle a laissé derrière elle non seulement un homme, mais une version d'elle-même qui n'existait plus. Le taxi l'a emmenée à l'appartement de Natalia, son amie de longue date, dont le câlin serré était le premier geste de bienvenue qu'elle recevait depuis des semaines. « Ira, que s'est-il passé ? Tu es pâle comme un fantôme. » Natalia lui tenait les bras, l'examinant avec des yeux remplis d'une véritable inquiétude. Irina était assise à la table de la cuisine, où une tasse de thé fumante l'attendait. Et puis, pour la première fois, il a laissé couler les mots sans filtre. Il a tout raconté, les promesses non tenues, les chèques en blanc signés, les nuits où son travail était invisible aux yeux d'Alexei mais vital pour le succès qu'il revendiquait désormais comme étant le sien exclusif. Natalia écoutait en silence, ne l'interrompant que pour laisser échapper un faible fils de pute lorsqu'Irina mentionnait l'interférence de Tatiana Nikolaevna. Je savais que ce serpent allait avaler vivant, Natalia serra les poings. Mais tu ne vas pas t'incliner, tu comprends ? Vous en avez la preuve. Vous avez construit cet empire autant que lui. Irina hocha la tête, sentant une étincelle de détermination s'enflammer en elle. Je sais. Je ne savais tout simplement pas par où commencer. Commencer par les documents, Natalia poussa un bloc-notes vers lui. Tous. Contrats, relevés bancaires, reçus, emails, tout ce qui prouve que vous avez investi de l'argent, du temps ou de la sueur dans cette entreprise. Et dans cette maison. Parce que je jure qu'elle ne prendra pas tout pendant que tu repars les mains vides. Au cours des jours suivants, Irina s'est plongée dans des cartons poussiéreux et des dossiers oubliés. Chaque papier qu'il trouvait était une pièce d'un puzzle qui, petit à petit, révélait la vérité, l'argent de la vente de son appartement, déposé sur le compte de l'entreprise alors qu'Alexei rêvait encore petit, les nuits tardives où elle faisait elle-même les comptes pendant qu'il dormait, les chèques signés de sa propre signature, autorisant les paiements qui maintenaient l'entreprise à flot. Tout était là, en noir et blanc. Tout comptait. Ayant les preuves en main, il s'est adressé à l'avocat recommandé par Natalia, une femme au regard aigu et à la position inébranlable, spécialisée dans le démantèlement des hommes qui pensaient pouvoir effacer leurs femmes de l'histoire. Lors de la première rencontre, alors que l'avocat feuilletait les documents, Irina a vu pour la première fois depuis des mois une lueur de justice à l'horizon. Vous avez un dossier solide, l'avocat a fermé le dossier d'un geste décisif. Ces documents prouvent votre implication financière et opérationnelle dans l'entreprise. Nous déposerons un litige exigeant le partage des biens en copropriété. Il pense que tu n'es qu'une fouine qui a signé des papiers ? Montrons que vous étiez l'épine dorsale de cet empire. Pour la première fois depuis longtemps, Irina ressentit autre chose que de la colère ou de la résignation. Il avait de l'espoir. Et puis ? Ensuite, nous nous battons, sourit l'avocat, pas gentiment, mais avec la satisfaction de quelqu'un qui a déjà gagné de telles batailles. Et nous avons gagné. Tandis qu'Irina quittait le bureau avec une liste des prochaines étapes, Alexei, dans sa bulle d'arrogance, célébrait la prétendue victoire facile avec son avocat. Elle n'a rien, rit l'homme en ajustant sa cravate. Tout est à son nom. C'était juste une jolie femme au foyer, rien de plus. Alexei sourit en se relaxant sur les canapés en cuir de son bureau. J'ai toujours su qu'elle n'aurait pas le courage de se battre. Mais Irina n'était plus la femme qu'il avait laissée derrière lui. Et lorsque le processus est arrivé entre ses mains,
avec la notification d'un défi qui exigeait la division de toute l'entreprise, la maison, les actifs qu'il croyait intouchables. Alexei a senti pour la première fois le sol trembler sous ses pieds. Au tribunal, alors qu'il était affalé sur sa chaise avec un sourire suffisant et que Tatiana Nikolaïevna lui lançait des regards venimeux, Irina entra avec la posture droite de quelqu'un qui avait déjà tout perdu et n'avait donc plus rien à craindre. Son avocat, Dmitri, s'est levé avec un calme qui rendait le silence dans la pièce presque physique. « Votre Excellence », sa voix coupa l'air comme une lame. « Notre position est claire, le patrimoine en question est le résultat d'un travail commun. Et nous en avons la preuve. » D'un geste, il commença à présenter les documents, extraits de transfert d'Irina à l'entreprise, contrat portant sa signature, registre de propriété où son nom avait été commodément omis. Alexei déglutit. La confiance qui le soutenait commença à se fissurer. Et Irina, pour la première fois, s'autorisa à sourire. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire de quelqu'un qui tient enfin le couteau par le manche. Dmitri ne perdit pas de temps. Avec la précision d'un chirurgien exposant chaque nerf vital, il exhiba l'accord notarié, celui par lequel Irina, des années auparavant, avait renoncé à sa part de l'appartement en échange de parts dans la construction de la maison familiale, financée avec les ressources de l'entreprise. Autrement dit, elle a fait remarquer d'un geste vif, avec son argent. Les documents ne laissent aucun doute, Irina n'a pas seulement été spectatrice du succès de son mari. Elle avait investi son propre capital, prenant des risques aux côtés d'Alexei alors que l'entreprise n'était encore qu'un projet fragile, un pari contre vent et marée. Mais Dmitri ne s'est pas arrêté là. Il a déployé des preuves encore plus accablantes sur la table, des enregistrements d'appels et de courriels où Irina a négocié avec des fournisseurs, des projets de contrats avec des notes en petits caractères, des rapports financiers avec sa signature autorisant les dépenses stratégiques. Elle n'a pas seulement investi de l'argent, a-t-elle déclaré, alors que les yeux du juge se plissaient d'attention. Elle a travaillé. Géré. Il a sauvé cette entreprise de la ruine à plusieurs reprises. Un chèque rédigé par elle pour couvrir un déficit d'urgence. Un tableur avec des projections qui, des années plus tard, se révéleront visionnaires. Une lettre d'un partenaire étranger faisant l'éloge de votre étrange capacité à conclure des affaires sous pression. Tatiana Nikolaïevna essaya de l'interrompre, sa voix aiguë coupant l'air comme une lame rouillée, c'est un canular. Elle voulait juste profiter de nous. Elle a toujours été ambitieuse, calculatrice. Mais le juge la fit taire d'un seul coup de marteau, sec et définitif. Madame, votre moment viendra. Maintenant, permettez à l'avocat de conclure. Le ton ne permettait pas de réponse. Dmitri, impassible, continua. Il a produit des relevés bancaires qui montraient les transferts mensuels d'Irina vers les comptes de l'entreprise dans les premières années, lorsque les bénéfices étaient minces et les flux de trésorerie sur la corde raide. Elle a renoncé à son salaire d'avocat pour injecter des capitaux ici, a-t-il souligné, tandis qu'Alexei sentait la sueur couler sur sa nuque. Pendant que vous voyagiez pour le travail, elle est restée éveillée jusqu'aux petites heures du matin pour examiner les contrats, s'assurant que chaque virgule protégeait son entreprise. Les mots résonnaient comme des accusations. Pour la première fois, Alexei a vu les années passer sous un jour cruel, les nuits où il arrivait tard et trouvait Irina toujours à la table du salon, entourée de papiers, les fois où elle a annulé ses engagements personnels pour l'accompagner à des réunions, jusqu'à la façon dont, souriante, elle excusait son absence par un « ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». L'avocat d'Alexei a tenté de contre-attaquer, mais ses arguments semblaient creux face à la montagne de preuves. Ces sommes sont négligeables par rapport au volume de l'entreprise, votre honneur, a-t-il insisté en feuilletant les documents avec des doigts tremblants. Madame Irina n'a rempli que son devoir conjugal. Le mot devoir flottait dans l'air comme une insulte. Le juge haussa un sourcil et le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réplique. C'est alors que Victor Stepanovitch, le père d'Alexei, a demandé la parole. Le vieil homme, toujours aussi réservé, se releva péniblement en s'appuyant sur sa canne. Sa voix, rauque à cause du temps et des cigarettes, enfreignait le protocole judiciaire. « Je connais cette femme depuis plus d'une décennie », commença-t-il en regardant directement le juge. « Elle a sauvé mon fils de lui-même plus de fois qu'il n'est capable de l'admettre. Lorsque les banques refusaient les prêts,
c'était elle qui trouvait les investisseurs. Lorsqu'une partenaire a tenté de nous déjouer, c'est elle qui a détecté le piège dans le contrat. Mon fils s'est tourné vers Alexei, et pour la première fois le jeune homme a eu honte sous le poids de ce regard. Tu as toujours traité son travail comme une faveur. Mais c'est elle qui faisait que tout continue pendant que vous rêviez grand. Les mots tombaient comme des pierres. Tatiana Nikolaevna a étouffé un cri, mais personne ne l'a entendu. Le témoignage de Victor fut le coup de grâce. Il n'y avait plus moyen de le nier, Irina n'était pas la méchante que Tatiana avait peinte, ni l'ombre obéissante qu'avait imaginée Alexei. Elle était une partenaire, pire pour lui, une partenaire trahie. Les jours suivants furent un tourbillon d'audiences où les témoins confirmèrent leurs compétences, où les experts attestèrent que, sans leur intervention, l'entreprise aurait fait faillite depuis des années. Même d'anciens salariés, licenciés par Alexei dans des accès d'arrogance, sont venus témoigner en sa faveur, se rappelant comment elle avait intercédé pour eux, comment son nom était synonyme de solution dans les couloirs de l'entreprise. Lorsque le verdict fut lu, le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait entendre la respiration laborieuse de Tatiana. La maison la moitié appartiendrait à Irina. L'entreprise, même si elle restait sous la direction d'Alexei, était censée la compenser financièrement pour sa part, une somme qui l'obligerait à vendre des actifs ou à rechercher des partenaires extérieurs. En d'autres termes, pensa-t-il amèrement, perdant le contrôle. Tatiana explosa, ses paroles étant floues de haine et de désespoir, mais Alexei n'écoutait plus. Il ne voyait qu'Irina, immobile, les mains croisées sur la table, les yeux secs. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage. Juste la fatigue de quelqu'un qui, après des années à porter le monde sur ses épaules, l'avait enfin laissé tomber. Il a fallu des semaines aux avocats pour calculer le montant exact de la dette. Lorsque le chiffre a été présenté, Alexei a senti le plancher disparaître. La rémunération équivalait à près d'un tiers de la valeur nette de l'entreprise. Vendre une partie de l'entreprise ou contracter des emprunts, les deux options l'affaibliraient de manière irréparable. Pire encore, la nouvelle du procès a fuité. Les partenaires ont commencé à remettre en question sa stabilité, investisseurs, à battre en retraite. L'homme qui était autrefois synonyme de succès voyait désormais son nom associé au divorce, aux disputes et à la fraude conjugale. Tatiana, expulsée de la maison qu'elle considérait comme la sienne, est partie dans une tempête de menaces. « Tu es faible. » Il a craché au visage de son fils pour la dernière fois. Elle a laissé cette femme détruire tout ce qu'on a construit. Mais Alexei n'avait plus la force de se battre. Cette nuit-là, seul dans son bureau vide, il ouvrit le tiroir de son bureau et trouva un dossier contenant les notes d'Irina, des stratégies qu'il n'avait jamais mises en œuvre, des contacts qu'il n'avait jamais explorés. Sur un post-it jauni, une phrase écrite à la hâte, « Quand tu seras prêt à écouter, je suis là. » Signé, I. Il tint le papier jusqu'à ce qu'il se froisse, tandis que les murs qu'il avait construits autour de lui s'effondraient un à un. Pendant ce temps, dans un appartement luxueux qui ressemblait désormais à une prison de souvenirs, Valentina affrontait le vide qu'elle avait créé. L'époque où son pouvoir était absolu, où il contrôlait chaque pas de son fils avec des paroles acerbes et des promesses empoisonnées, avait disparu comme une fumée. Il ne restait désormais que l'écho de ses propres choix, un héritage de destruction que même sa fierté ne pouvait justifier. Les murs, autrefois remplis de peintures coûteuses et de trophées issus d'une vie construite sur la manipulation, semblaient maintenant se refermer autour de lui, suffocant. Elle avait gagné des batailles, mais avait perdu la guerre la plus importante, celle d'elle-même. De l'autre côté de la ville, Irina respirait un air nouveau. La compensation qu'il avait finalement reçue n'était pas seulement une somme sur son compte bancaire, mais le retour de quelque chose de bien plus précieux, son autonomie. Il avait loué un appartement petit mais lumineux au cœur battant de la ville, un espace qui lui était propre, où les décisions étaient prises sans l'ombre d'un chantage ou d'un blâme. Là, entre des murs nus encore à décorer, elle a retrouvé le goût de la liberté, le petit déjeuner tranquille, les nuits de travail qui se terminaient quand elle le décidait, le silence qui n'était pas solitude, mais paix. Cette nuit-là, après une journée épuisante de réunions et de feuilles de calcul, Irina est restée au bureau, les doigts encore chauds au contact du clavier. Par les fenêtres, la ville brûlait de lumière, un spectacle de la vie qu'elle n'avait observé depuis si longtemps que de loin, comme un spectateur condamné aux coulisses. Maintenant,
cependant, il ressentait une partie de cette lueur. La fatigue pesait sur ses épaules, mais c'était une fatigue honnête, celle de quelqu'un qui se bat et ne se laisse pas briser. Il n'y avait aucune haine dans sa poitrine, aucune soif de vengeance. Juste la calme certitude qu'il avait fait la bonne chose, protéger son avenir, sauver son essence. Je me suis rétabli, pensa-t-il en passant ses doigts le long du bord d'une photo encadrée posée sur la table, sa fille, souriante, avec ses dents de lait encore visibles. C'était grâce à ce sourire qu'elle se levait chaque matin. Grâce à lui, j'avais appris à dire « non ». Grâce à lui, il était devenu incassable. Le téléphone vibra, rompant le silence. Sur l'écran, le nom de Natalia a clignoté, accompagné d'un emoji en forme de verre de vin. « Irka, ma chérie, toujours au bureau ?» La voix de son amie était un rayon de soleil dans une pièce sombre. « Tu travailles jusqu'à 7 heures ? Ou simplement éviter la vie sociale comme d'habitude ?» Irina sourit malgré elle. « Je travaille, Nat travaille toujours. » « Bien sûr, bien sûr. » La reine du « Je n'ai pas le temps ». Écoutez ici, samedi, 20h, ce nouveau restaurant italien dont tout le monde ne cesse de s'extasier. J'ai déjà réservé. Et non, je n'accepte pas les excuses. Elle hésita une seconde, mais l'idée d'une nuit sans feuille de calcul, sans fantôme du passé, était trop tentante. Des allumettes. J'en ai besoin. Excellent. Et ne sois pas en retard, sinon je commencerai sans toi et tu sais que je ne partagerai pas le dessert. Irina éclata de rire, d'un rire léger, presque oublié. Je le promets. Merci Nat. Pourquoi ? Pour t'avoir empêché de devenir un ermite ? Vous êtes les bienvenus. Maintenant, éteignez cet ordinateur et allez dormir, sinon demain vous aurez des cernes jusqu'aux pieds. L'appel a pris fin, mais la chaleur de la conversation est restée. Natalia avait toujours su allumer une étincelle dans les jours les plus gris. Ami, pensa Irina en rangeant son téléphone portable. Voici quelque chose que Valentina n'a jamais eu et ne comprendra jamais. Elle se leva, tendant les bras pour se débarrasser de la tension accumulée. Dehors, la nuit était fraîche, presque douce. Il inspira profondément, laissant l'air froid remplir ses poumons. J'ai perdu un mariage, a-t-elle admis, mais j'ai gagné une vie. Et cela, en fin de compte, était une victoire suffisante. Il regarda une dernière fois la ville illuminée, où s'entremêlaient des milliers d'histoires, et sourit. Non pas par méchanceté, pas par triomphe, mais par la simple et profonde vérité de savoir, quelqu'un est là. Et ce quelqu'un, c'est moi.